Oui, écrit. Je vous appelle à poser toujours les débats. Je ne connais pas Gaz Vendy. J'en ai entendu parler il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a de la place pendant quelques minutes pour expliquer comment ça marche? Je ne sais pas si on connaît le nom. Et je verrai avec grand plaisir une explicitation du modèle. C'est possible. Mais du modèle, tu veux dire, ou bien parce que bravo, de ce tableau que tu vois là. Donc aussi, on en parlera tout à l'heure, mais nous avons une affiche qui parle, enfin qui est une, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre cette photo et le tableau? Il va dire beaucoup de choses. Mais bon, il y a ce qu'il en est du fonctionnement du test. Alors, comment est-ce qu'on passe du test à cette mise en tableau? Ça, c'est une autre histoire encore. Mais c'est pour ça que moi je vous disais, indépendamment même de la connaissance qu'on peut avoir du fonctionnement du test, il y a le schéma lui-même, qui je trouve est un système, et c'est pour ça que je dis que c'est un système qui vous oblige justement à avoir une pensée systémique. Hein? C'est-à-dire, je dirais, ça vous oblige vraiment à penser en quoi le système est toujours à considérer d'un point de vue économique, parce qu'il y a des intensités différentes, etc., des différentes tendances, en fonction aussi d'un point de vue topographique, hein, c'est les différents registres des différents lieux concernés aussi, et en fonction aussi d'un point de vue dynamique. Autrement dit, c'est un système de pensée qui actualise obligatoirement, ça vous y force, vous, si vous voulez, hein, penser à la manière dont le système vous oblige à le faire, hein, ça vous oblige effectivement à toujours utiliser les trois points de vue qui définissent la métapsychologie selon Freud. Et alors surtout, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, je le fais fonctionner en tout cas, comme étant une grille vraiment de répartition, de distinction, de discrimination opérée dans tout ce qui nous vient. Je dirais, c'est pas seulement dans le système, pas seulement dans la passation du test, c'est toutes les données que la clinique vous apporte. Moi, je les entends toujours, si vous voulez, hein, en fonction justement de cette grille, je dirais bien, de lecture et d'analyse. Donc, c'est une grille de réception de ce qui vous vient, hein, pour toujours se demander, vous, quelles sont les discriminations opérées, hein, et les répartitions aussi. Autrement dit, dans ce qui vient, en quoi ça réfère aussi peut-être à ce qui ne vient pas. Hein. Et donc, c'est une grille aussi, comme je disais, au fond, d'interprétation et de construction, pour reprendre justement ces deux activités que distinguait Freud. Hein. Mais là aussi, c'est une grille pour conceptualiser, pour théoriser. Mais vous voyez, ça, il y a moyen de le faire indépendamment même. Hein. C'est un peu ce que j'ai fait ici, parce que je n'ai pas du tout insisté sur le test lui-même. Il faudra encore, évidemment, poser la question, c'est un peu ce qui a été soulevé aussi, comment font tout ce que je dis trouve à s'inscrire éventuellement, de quoi tous ces signes qui y figurent sont l'indice de ce que je viens de dire. Mais ça demande une technicité du test lui-même. Hein. Tandis que, vous voyez, c'est là que je disais, moi j'ai trouvé d'emblée que Zundy me parlait à moi de la psychopathie comme il était le seul à le faire. Par rapport justement à la démarche habituelle en nosographie, hein, qui était de, par exemple, ça aurait pu être de, mais au fond, où est-ce qu'on situerait la psychopathie là-dedans? Et bien justement, il l'a située comme étant un destin possible de n'importe lequel des registres de l'existence. Ce qui est quand même, hein, tout en disant bien que c'était quand même d'abord et avant tout à partir de ce qui se passait dans le contact qui concevait de quel pathos il s'agissait. Quitte à ce que ce soit transposable, en tout cas lui il l'a opéré tel quel pour, à travers la question du fétichisme, pour la question des affects, il l'a délégué à d'autres, et pour le vecteur du moi, il ne l'a pas. Mais c'est là, quand on adopte au fond cette logique, cette démarche de pensée, on peut en arriver à se demander, mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas, selon le même modèle, à concevoir une psychopathisation aussi du domaine de la névrose, hein, comme aussi du domaine, au fond, du moi, le moi étant référé
puisque ce sont les modèles de ces troubles du moi que sont les schizophrénies qui lui servent à identifier, au fond, quels sont les facteurs, à la fois les facteurs qui font que de la psychose se produit, mais qui sont aussi des facteurs qui sont actifs en tout à chacun, dans tout psychisme. Et je trouve que ça vous oblige aussi toujours, je trouve que c'est quand même, enfin pour moi, dans l'usage que j'en fais, je ne dis pas que tous les Ondiens en font un même usage, mais je trouve que c'est aussi une façon d'insister sur le fait que quand on parle de psychisme, il faut toujours bien se dire que c'est à la fois de l'intrapsychique et de l'interpsychique auquel on a affaire. Avec l'idée d'ailleurs, que ça c'est très freudien, que l'intrapsychique ne peut devenir intrapsychique que grâce à ce qui se joue dans l'interpsychique. Parce que c'est une intériorisation des enjeux de... Et alors la thérapie, c'est bien ça dont il s'agit aussi. Je trouve justement que... donc il s'agit toujours de penser toute cette dramatique est toujours une dramatique où il s'agit de penser l'articulation entre une dramaturgie intrapsychique et une dramatisation relationnelle avec l'extérieur, avec les autres, et avec le monde. Et comment penser effectivement qu'il y a des articulations avec des mots. Ça c'est, si vous voulez continuer dans le sens de la psychopathie, justement, la psychopathie est une tentative aussi, au fond, d'avoir à se défaire de l'intrapsychique, on peut le formuler comme ça, d'avoir à le désertifier, de pouvoir se vider, justement dans des passages-là, etc., qui vous permettent, au fond, d'un certain point de vue, de vous débarrasser de vous-même. Et alors, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que, si on pense aux travaux de Claude Vallée sur la psychanalyse des comportements violents, et puis de la psychanalyse des comportements sexuels violents, lui qui s'est essayé à des thérapies, justement, avec des psychopathes, il dit qu'un des acquis de la thérapie, c'est pas nécessairement qu'ils ne le soient plus, mais qu'ils le soient devenus autrement. Et ce qui fait qu'ils le sont devenus autrement, c'est qu'ils se sont rendus compte à travers le traitement, c'est qu'au fond, il se passait quelque chose en eux, ce dont ils se débarrassaient toujours, et que ce qui se passait en eux, au fond, ça valait la peine de s'y intéresser. Et qu'ils avaient, au fond, l'audace de le faire, malgré toutes les souffrances que ça entraînait, en renonçant provisoirement, peut-être progressivement, à tous les systèmes de décharge de soi, pour justement ne pas avoir à affronter. Donc c'est aussi une forme de psychopathologie où cette articulation de l'intra et de l'inter est particulièrement flagrante. Donc c'est un peu comme si je me sers. Ce serait encore toute autre chose de faire passer le test et puis alors d'essayer d'interpréter au fond le sens que ça a de voir tous les signes qu'ils ont inscrits là. Et ça c'est, enfin, je sais pas ce que vous savez, c'est à partir du choix de photos. Enfin, je ne sais pas si c'est des pistes, hein, c'est des suggestions. Je ne sais pas vraiment entrer dans expliciter quels sont les enjeux. C'est possible. Hein. Bon, par exemple, quelle est la crise qui fait qu'une dramatique contactuelle doit se produire? Ben, je dis c'est la naissance. Qu'est-ce qui est la crise au cœur même qui fait qu'une dramatique sexuelle se passe? C'est la sexuation même, et la sexualisation des rapports à autre que soi, ou à soi d'ailleurs. Hein. Du côté du paroxysmal, il dit aussi que c'est le vecteur paroxysmal des affects, mais c'est l'affectation même. Et en quoi être affecté, ça vous met en devoir de faire quelque chose de cette affectation. Et pour le moins, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est la responsabilisation, l'autonomisation, d'avoir à répondre. Et d'avoir d'abord à répondre à l'appel à l'existence. Enfin, ce ne sont vraiment que quelques petites indications comme ça. Parce qu'alors il faut entrer dans le détail de ce que sont chacune des tendances. Puisque les facteurs sont chaque fois composés de deux tendances qui sont antagonistes entre elles. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que cette dualité de deux facteurs différents? En quoi interviennent-ils? Ça peut être dans le sens d'une coopération, ça peut être dans le sens de se distendre l'un de l'autre et de diviser, donc de distendre les choses jusqu'à éventuellement un chiffre, une dissociation, comme par exemple la dissociation, on parle de clivage. Mais là, c'est vraiment... Déjà, c'était très inspirant. Mais je dirais que
Moi, ça m'a toujours semblé que le système zondien est intéressant, non pas pour des réponses qu'on pourrait éventuellement y trouver, mais par les questions qui nous obligent à poser. Et très souvent, alors, c'est comme ça aussi qu'on a parfois recours au test lui-même, c'est que dans une situation clinique, ça ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait jamais pensé, qu'on n'a pas songé. Et donc ça vous oblige à revoir autrement, et en tout cas d'établir toutes les équipes de mise en relation dans les données qui émergent de ce que, d'abord de l'entretien, et puis de ce qui se passe dans une rencontre clinique, quoi. Nous avons une deuxième question. Question. Et dans le vecteur paroxysmal de paix, il me semble qu'il y a là l'attente, ou je ne sais pas, manifeste, une possibilité, un risque d'avoir une extériorisation, quelque chose d'agressif, non? Et mine, et comment ça va ensemble avec cette culpabilisation de soi-même dans la mélancolie. Et donc moi j'aurais plutôt attendu un et plus, qu'on va plutôt... Mais non, donc c'est un risque. Ce qui est intéressant, c'est au fond de repérer une dimension caïnesque, donc d'une poussée au meurtre, dans la mélancolie. D'autant plus que... Oui, ça se réalise aussi, ou c'est quelque chose qui est plutôt derrière, parce que là je vois le complémentaire profil, mais cette caïnesque, c'est dans le fond ou c'est plutôt quelque chose qui est un peu... Dans ce qui me parle, moi ça m'a toujours interpellé à propos justement de la mélancolie, c'est pourquoi on soigne la mélancolie en provoquant des électrochocs, qui est au fond provoquer des crises d'épilepsie chez le mélancolique. Donc comme si on soignait la mélancolie par de l'épilepsie artificielle. Or, l'épilepsie, en tout cas dans l'analyse, et Zondi la reprend, l'analyse freudienne, c'est l'idée quand même qu'une tendance caïnesque qui pourrait pousser à s'en prendre à autre que soi se retourne contre soi. C'est comme ça que Freud analyse la crise d'épilepsie chez Dostoïevski, etc. Donc il y a une façon, et c'est là qu'il y a une différence entre l'agressivité qui peut être issue éventuellement du vecteur P, de l'agressivité en jeu dans le vecteur sexuel. C'est qu'il y a une angoisse, non pas de ce que l'on pourrait... Enfin, il y a une angoisse, c'est une angoisse, enfin le plus spécifique peut-être comme angoisse, me semble-t-il, dans le vecteur paroxystique, c'est l'angoisse du mal qu'on pourrait faire soi-même. À la différence de l'angoisse du mal que d'autres pourraient vous faire, ou de la manière dont on pourrait subir. Il y a là quand même, me semble-t-il, c'est quand même quelque chose de très spécifique dans le paroxysmal. C'est cette angoisse du mal que l'on est capable de faire et dont il s'agit de préserver alors les éventuelles victimes. Ça peut être aussi bien soi que ça peut être un autre. Dans la crise de l'épilepsie, c'est quand même épargner l'autre du mal qu'on pourrait lui faire. Et alors, c'est là aussi que Zondi insiste par exemple sur le fait qu'il y a des départs comme ça qui sont des équivalents. Alors on sait bien, en tout cas, si je joue sur des expressions françaises, je ne suis pas sûr que ça puisse être transposé tel quel en irlandais, mais on dit que partir c'est mourir un peu. Et justement, alors ça nous amène à dire quitter c'est tuer, mais un peu seulement. Donc en même temps, il y a une façon, au fond, quand on quitte, quand on part, parce que c'est là aussi, c'est une figure du moi pour Zondi, que le moi figure paroxystique. Il y a des façons de partir, que c'est quand même des façons de signifier à l'autre que l'autre ne compte plus. Enfin, on peut l'abandonner à son tour. On peut le laisser en plan, le laisser là. Et alors, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il y aurait donc à penser, à propos du vecteur paroxysmal, parce qu'on peut appeler un complexe de Caïn, que Vorgod distingue bien du complexe d'Oedipe. Et ce qui m'a tout à fait attiré mon attention récemment, c'est qu'il y a un livre de Richard Adapt, qui est quand même plutôt lacanien, qui, justement, parle d'un complexe de Caïn. Aucune référence à Zondi, bien sûr. Qui parle d'un complexe de Caïn, et notamment en tant qu'il se joue dans les manifestations de terrorisme, dont on sait que, bien souvent, en tout cas ça a été le cas pour certains actes de terrorisme en France, qu'ils sont commis
par des fraternités, des tandems de frères, comme ceux qui se jouent entre Caïn et Abel, mais ils sont connus par des tandems de frères qui sont eux-mêmes issus de familles, au fond, décomposées ou bouleversées, etc. Et donc il a vraiment, et là aussi, lui, il s'interroge sur les rapports qu'il aura à concevoir entre un complexe de Caïn avec le complexe d'Oedipe, etc. Ça, c'est tout à fait dans son bien, ça. Mais donc, il y a, je pense que, parce que c'est pas nécessairement présent dans tous les gestes, dans toutes les tendances à l'agression que certains peuvent éprouver, notamment quand on est dans le vecteur sexuel. Je crois que quand on est dans le vecteur paroxystique, il y a toujours cette dimension, au fond, du mal et des catastrophes dont on pourrait être la cause. Avec d'ailleurs aussi, ça je l'ai bien vu en prison aussi, si vous voulez, il y a toute une série comme ça de détenus qui sont continuellement en train d'afficher une espèce d'agressivité, puis d'abord et avant tout le sens de dissuader les autres d'oser se frotter à eux, comme s'il fallait établir ce qu'on a appelé un certain moment un équilibre de la terreur, où on défie l'autre d'oser s'en prendre à soi, comme pour empêcher l'autre de déchaîner chez soi, parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où ça se déchaînerait, on serait incapable d'encore le maîtriser. Il y a vraiment cette idée d'un potentiel de dangerosité qui est issu de soi et dont on ne sait pas très bien comment on parviendra à éventuellement le dominer, le maîtriser, etc. Nous avons une question de Fré. J'ai une petite question parce que tu parlais tantôt de soins mélancoliques par les électrochocs. Dans la lecture ici gérondienne, il y a quand même beaucoup l'accent sur le compte actuel, la question de la naissance, et avec toutes ces questions autour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau thérapeutique, plus du côté contactuel, par rapport à la rencontre avec une personne mélancolique? Est-ce qu'il a d'autres pistes? Qu'est-ce qui pourrait être pensé? Mais si on suit Zoldi, si tu veux, enfin il le dit explicitement, hein, tel quel, que la problématique contactuelle qui apparaît dans la mélancolie se problématise dans et par le moi. Et alors c'est là, ça c'est dans mon texte que dont vous pourrez disposer. Ce qui est très intéressant de remarquer ici aussi, c'est que alors, dans le moi, c'est le seul vecteur où tu as une triade. Hein? Et ce qui est très intéressant aussi, j'ai fait tout un développement là-dessus, c'est que ce qui manque dans le contact, c'est la deuxième position, hein, des plus, alors que ce qui prédomine dans le moi, c'est la deuxième position. Comme si, et c'est une analyse, et d'ailleurs c'est une analyse qui entre en écho aussi avec ce qu'il va proposer à propos justement de ce deuil qui ne se fait pas dans la psychopathie, hein, c'est de dire au fond que ce qui devrait se régler selon l'ordre du moi, le psychopathe ne le fait pas, en se vidant un peu de la problématique de soi, tandis que le mélancolique tente désespérément, si tu veux, hein, de le faire par le moi. Et alors c'est là que, ça c'est, comment elle s'appelle encore, Suzanne Derry dit que ce qu'elle a observé, elle, quand il y avait les résultats de l'électrochoc, c'était de relancer le circuit du moi. Hein, et que ça permettait de passer de cas plus dans lequel, au fond, le moi est un peu en impasse, comme si il piétinait une ornière, de permettre de passer à K-. Et alors de K-, ça relance les choses vers éventuellement P+. C'est ce qu'elle dit que... C'est intéressant aussi, parce qu'elle a fait lui-même en son temps une thèse de doctorat avec Henriet, et sa thèse de doctorat portait justement sur les suites des électrochocs. Donc comment les patients en émergeaient. Et donc l'évolution que l'on voit, et qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ce qu'on y voit, c'est comme s'il repassait, par différents états du contact. Hein, avec des phases à la fois dépressives, des phases maniaques aussi. Alors, et donc, enfin voilà, ce que je dirais, il faudrait développer beaucoup plus, parce que ce qui est quand même assez intéressant aussi, c'est que cette figure du contact est la seule, donc où tu es les trois dimensions, en fait, les trois positions qui sont en principe en interaction,
je crois qu'Eptinger aussi le dit très bien, pour le plus ou moins dans le M, c'est pas du tout l'indice qu'il y a quelque chose qui est au travail, c'est l'idée d'une impossibilité à sortir d'un dilemme. Où une position n'est pas possible sans qu'elle entraîne immédiatement son contraire. Et donc ce qui manque là-bas, ce serait toute la possibilité. Au fond, oui, c'est quand même comment parvenir à garder quelque chose de ce qui se perd, ce qui serait des plus, des moins. Et alors, avec cette façon, alors, éventuellement, de chercher ailleurs, mais éperdument, c'est une figure du mot aussi que Jean Mémon qualifie d'errance. Mais errance désespérée, enfin, à fond perdu. Et ça, faute au fond, mais là, c'est une des questions qui m'avait été posée aussi, dans votre développement. Il faut évidemment bien comprendre de quel genre d'introjections il s'agit. Parce que l'introjection, c'est le problème. Si on a raison de dire que, par exemple, le K+ est une figure de l'introjection, mais l'introjection a de telles façons de se manifester différentes les unes des autres, aussi bien morbides que salutaires, hein, que c'est toujours difficile, si on s'en tient au seul signe figurant dans un profil comme celui-là, de savoir exactement quel est, au fond, le type ou la forme d'introjection dont il s'agit. D'autant plus qu'alors, parfois aussi, le fait que l'introjection soit problématique, sur le fait qu'on ait un K0. Parce que justement, ça trouve toujours à se liquider éventuellement dans des somatisations ou dans des passages à l'acte. Ça va? Oui. Quelle est la place de l'imaginaire dans ce système? C'est-à-dire, j'ai l'impression que tout se passe du côté du réel et que l'imaginaire ne pourrait être qu'une élaboration secondaire du pulsionnel. Et pourtant, on pourrait dire que l'imaginaire, c'est un registre existentiel qui a sa propre efficacité ou efficience. Qu'est-ce que Zolli dirait de l'imaginaire? C'est une pure expression du pulsionnel où il a une efficacité propre. Il faudrait alors aussi venir avec le symbolique. Oui, J'ai pas tellement. Je m'étonne un peu, vous dites qu'à m'entendre, c'est comme si tout se passait dans le réel. Je sais pas. Une question. Comme je disais tout à l'heure, qu'il s'agit toujours de penser une articulation entre l'intra et l'inter, je dirais qu'il s'agit toujours aussi de penser une articulation en ce qui en est de la réalité psychique. Et dans la réalité psychique, l'imaginaire est aussi concerné, et ce qui en était de la réalité du monde extérieur. Donc il s'agit toujours d'un double à partir à la fois de ce qui est endogène et à partir de ce qui est exogène. Alors, je ne me vois pas considérer en quoi on ne serait que dans un réel, d'ailleurs de quel réel s'agirait-il, hein? Ben, c'est tout à la fois, me semble-t-il, le réel, l'imaginaire, et aussi le symbolique, si on veut. Hein? Mais justement, les visages, ça touche quand même un peu à l'imaginaire. Tout part de visage. Je ne nie pas l'imaginaire. Dans la clé de Zolli, sa trouvaille, c'est quand même de dire que, avant même, dans la rencontre comme ça, le visage, paf, le touche. Et c'est positif. Justement, le visage. On n'aime pas. Alors, comment tu articules ça à la question de Zolli? Mais à mon avis, le visage n'est pas qu'une question d'imaginaire non plus. Même si le visage est une image, hein, c'est bien autre chose qu'une image, un visage. On voit bien quand on voit ce qu'on peut en faire. Quoi. Donc, oui, de toute façon, quand tu dis effectivement qu'il s'agit de se prononcer quant à ce qu'il en serait d'une sympathie ou d'une antipathie, mais évidemment, on est d'emblée ici dans des mouvements, et des mouvements qui tiennent à la manière dont on est affecté. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant, si je reprends l'importance des mots. Dans un des tout premiers textes de Freud, qui est de 1890, sur les traitements psychiques, c'est là qu'il parle de la magie des mots. Il dit d'ailleurs que c'est la seule magie qu'on ait à s'autoriser, par différence alors de tout ce qui pourrait aussi être les pratiques qu'il est en train d'abandonner
de l'hypnose, etc. Et quand il parle de la magie des mots, alors il dit que c'est une façon de renouer avec, au fond, une tradition très ancienne de la pratique médicale, ou du traitement. Il dit aussi qu'au fond, nos mots sont une magie d'une certaine façon décolorée. Décolorée, c'est bien, enfin, si je pense en même temps aux références de Rorschach, parler de coloration, etc., c'est immédiatement évoquer à la fois le registre de l'affect et le registre des émotions, ou morales. Et il dit d'ailleurs que la seule façon, au fond, où l'on peut voir, parce qu'il insiste sur le fait que quand on parle de traitement psychique, donc passant à la fois en jouant sur l'instrument, il en parle comme ça, l'instrument qu'est le psychisme, il dit qu'on peut jouer de cet instrument-là à la fois pour soigner des maladies mentales et des maladies physiques. Et il dit d'ailleurs dans ce texte-là que l'exemple le plus flagrant de l'influence du psychique sur le corporel, c'est l'expression des émotions ou des affects. Donc je crois que d'emblée, il y a cette façon d'être mobilisé, je dirais, par tous les registres à la fois, quand on a affaire à un visage, mais au fond aussi à n'importe quelle image, à la limite. Comme d'ailleurs aussi, je trouve, les réalités les mobilisent et la symbolisation aussi. Et le recours d'ailleurs aux mots va aussi dans le sens de, comment dire, justement d'en appeler à une symbolisation éventuelle et possible. Non, bien d'accord. Tu dis ? C'est simplement la possibilité de faire jouer des théories l'une avec l'autre. Parce que la triade lacanienne m'a fait oublier les zombies. Je me rappelle Gaillerin et toutes ces tentatives d'accorder plusieurs théories. Mais c'est sur le plan de la pratique clinique. Par exemple, quand on emploie le zombie aussi cliniquement, pas seulement comme testing, mais comme point de départ d'association, donc de demander des mots sur des visages. Je sais que ça peut se pratiquer aussi. Mais par exemple, par exemple, quant à la question de l'imaginaire, moi ce qui m'a parlé, c'est en quoi chaque registre correspond à un fantasme originaire qui aide à surmonter la crise chaque fois. Donc par exemple, et ça c'est bien du registre de l'imaginaire. Dans le contexte, c'est bien le fantasme du retour au sein maternel. Dans le sexuel, la question de la séduction. Dans le paroxysme de la scène primitive. Et dans le moi, c'est la castration. Et ça, c'est les fantasmes appelés à la rescousse. Et c'est bien dans l'imaginaire. Voilà comment j'ai fait un livre. Oui, mais ça veut dire que l'imaginaire, c'est quelque chose de très complexe. Oui, bien sûr. Plus que le miroir, c'est insuffisant. On arrive tout doucement à la fin de notre soirée. Déjà, à moins que vous êtes tous partants pour continuer encore un petit peu, mais oui, tout le monde est libre. On a commencé plus tard. On a ça, ouais, j'ai quand même veillé, mais est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, des questions qui... Luc, peut-être? Il a déjà évoqué cette question autour de l'auteur. En fait, je relaye ça aussi avec la question d'Olivier qui fait partie de mon groupe aussi. La question du mélancolique comme une panne de l'auteur devant la page vide de son existence. L'auteur en tant que ce qui fait croître, grandir et engendre que vous nous écrivez dans le texte. Et si l'auteur des jours d'un sujet n'est pas lui-même, même si ça se trouve dans certains délires psychotiques, mais bien l'œuvre des parents, il y aura lieu de s'approprier sa place d'auteur de sa vie en tant qu'œuvre créatrice. Alors comment s'y autoriser quand sa culpabilité lui indique qu'il ne le mérite pas? Pour certains, par un geste ultime d'auteur de sa fin de vie, qui est néanmoins une façon de reprendre une place d'auteur agissant. Alors je vous cite,
Certains mélancoliques culpabilisent leur responsabilité parentale au point de sombrer dans des gestes de suicide dits altruistes, où il faudrait supprimer, délivrer ceux qu'ils avaient condamnés à vivre en les ayant engendrés. Enfin, on voit de nouveau la question du caïnisme, à mon avis, qui est là. Olivier nous disait dans le séminaire, prendre une place d'auteur demande d'oser, un devoir pratique de l'homme sacré. L'audace créatrice de l'auteur, de l'artiste faisant œuvre, pourrait nous enseigner une voie possible de naissance à soi, du sujet mélancolique, trouvant dans le geste, dans l'énonciation, une mobilisation peut-être fragile de lui-même, un peu à l'image de l'artiste qui, en créant, en fait un nom, se fait un nom. Voilà, c'est cette articulation de la question de l'auteur. Ce qui m'a frappé aussi, comme on avait amené, c'était auteur de sa vie, mais peut-être dans cette question de la fin du suicide, auteur aussi de finir sa vie. Ce qui je trouve, dans notre public, est quand même quelque chose qu'on retrouve régulièrement au moment des mélancolies qui ont ce retour d'énergie, comme on dit souvent après un passage si sombre, et puis comment on se dépatouille avec ça. Mais, il y aurait beaucoup à dire, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit dans le texte, sur cette question de l'auteur. Mais justement, si je reprends cette obligation dans laquelle le système mondial nous met de toujours penser les choses en rapport les unes avec les autres et dans leurs contradictions aussi, moi, ce qui me paraît le plus parlant, quand on prend la catégorie de l'auteur, c'est de la mettre en série avec deux autres. La notion d'agent, dont j'ai insisté tout à l'heure, sur le fait que c'est d'abord et avant tout de ça qu'il s'agit dans le passage à la psychopathique, et avec celle d'acteur. Donc il s'agirait chaque fois de penser, et alors oui, en plus, ce que, par rapport à cette série-là qu'on peut retrouver ailleurs aussi, ce que le Zonti nous apprend, me semble-t-il, comme particulièrement intéressant, c'est que la notion d'agent, on a de bonnes raisons de la référer d'abord et avant tout au contact. La notion d'acteur, on a intérêt à la référer à la fois au sexuel et au paroxystique, mais on n'est pas acteur de la même façon selon qu'on est dans le registre sexuel ou dans le registre paroxystique. Et à la notion d'auteur, justement, au vecteur du moi. Et alors chaque fois penser agent, avec quoi agent entre-t-il en contradiction? Donc dans quelle tension contradictoire se trouve-t-il? Et c'est là que tantôt j'ai insisté sur le fait de se vouloir à tout prix agent pour surtout ne pas se retrouver patient. Ou alors agi par d'autres, etc. Du côté de l'acteur, je trouve que ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que, d'autant plus qu'en français, la toute première acception que prend le mot, à la différence de ce qu'il en est en latin, c'est justement son usage dans le domaine du théâtre. Autrement dit, ça oblige à penser à chaque fois que chacun des actants est en rapport avec un autre actant, et que chacun a à tenir un rôle, et un rôle qui est défini, au fond, les uns par rapport aux autres. Et alors, ce qui me paraît tout à fait décisif, parce que ça c'est vrai pour les deux vecteurs, ce qui me paraît tout à fait significatif pour le vecteur sexuel, c'est qu'il s'agit toujours de duo, de relations à deux. Même si on peut y adjoindre des tas de partenaires supplémentaires. Mais ça se passe toujours entre deux. Et alors, la grande question, c'est est-ce qu'on est acteur plutôt que figurant, donc assistant à ce qui est l'affaire des autres, éventuellement, pas témoin, non. Non, figurant ou jouer les utilités. Comme on peut, oui, aussi dans un rapport sexuel, servir à ce que l'autre fasse ce qu'il a envie de faire. Être une utilité pour un autre. Tandis que, c'est un peu schématique, il faudrait développer davantage, tandis que quand on est dans le vecteur paroxysmal, justement l'acteur et ce qui se passe entre des acteurs, donc leur interaction à deux, est toujours en référence à un tiers. Alors on peut dire que ça se joue par rapport à des spectateurs. Mais il y a deux types de spectateurs en l'occurrence. Ça peut être évidemment les spectateurs sur lesquels il s'agit de
de faire une certaine impression, hein, de son côté, etc. Mais il y a aussi dans les spectateurs une référence, comme on est en justice, comme on se réfère à un tribunal, comme on en appelle à un critique, etc. Autrement dit, ou un arbitre qui doit voir si les règles sont respectées, etc. Autrement dit, il y a une référence à un tiers qui est peut-être là en position, hein, d'avoir jugé de ce qui se passe. Tandis que quand on est alors du côté du SCH, là c'est la question de l'auteur. Et l'auteur, là, est à entendre au fond comme étant un créateur, et donc ce qui s'oppose le plus, c'est la créature. Et donc être créateur plutôt que créature. Alors on peut aussi, si on pense à l'univers du théâtre, hein, on peut aussi être auteur, hein, plutôt que d'être réalisateur, plutôt que enfin, tous les autres qui interviennent pour qu'un spectacle se monte. Et ce que je trouve intéressant quand on pense à créateur, c'est de se rendre compte, parce que c'est vrai que dans le texte, je parle qu'il s'agit d'être auteur de soi-même, et donc il y va là un auto-engendrement de soi par soi, mais un véritable créateur n'est au fond, par différence de ce qu'il en serait du Dieu créateur tout-puissant, il n'est jamais qu'un procréateur. Il n'est jamais qu'un procréateur, autrement dit, pour, au sens à la fois à la place d'eux, ou pour, c'est-à-dire avec mandat de quelqu'un d'autre, comme on est un prorecteur, etc., hein, ou alors en avant de soi, donc en sortant de soi. Et les véritables créateurs, me semble-t-il, sont des créateurs, enfin les véritables, par le destin le plus favorable de ce que c'est qu'être créateur ou de se faire créateur soi-même, c'est que l'œuvre que l'on produit ne soit pas simplement soi-même, hein, et que l'œuvre se détache de soi. Au fond, que l'on crée, et c'est ça que dit aussi procréateur, et au fond, on n'est aussi que par procuration de l'éventuel tout autre qui, lui, aurait la toute-puissance. Encore que, si vous reprenez, dans mon texte, vous verrez qu'il y a des illustrations. Hein. Il y a des illustrations que j'ai reprises, notamment de Duroc. Il y en a une que je trouve particulièrement extraordinaire. Enfin, il y en a plusieurs. Enfin, si je les ai choisis, c'est que je les trouvais toutes extraordinaires après tout. Mais vous voyez, c'est celle-là, hein, qui est en fait le Christ sauveur, qui est en train de se désoler du fait, au fond, que d'un certain point de vue, son entreprise salvatrice, l'homme s'ingénie à faire en sorte qu'elle ne sert à rien. Il interpelle les hommes en disant pourquoi est-ce que vous continuez à pécher, etc. Autrement dit, ça me paraît assez intéressant parce que c'est projeté dans la figure du Tout-Puissant, le fait qu'il se limite lui-même à ne pas imposer sa toute-puissance à l'être humain. L'être humain continuant à disposer de la liberté, au fond, hein, de ne pas se faire sauver, de ne pas se laisser sauver. Alors, d'un certain point de vue, quand on évoquait cette idée que... Parce qu'au fond, c'est aussi l'attitude que le thérapeute peut avoir par rapport à ses échecs. Il a beau faire, etc., il reste toujours à l'autre la possibilité, au fond, de se dérober. Où ça ne marche pas, où on aimerait bien que ça marche. Alors, comme tu évoquais l'idée qu'il y a des mélancoliques, alors c'est vrai. D'abord, je trouve que, hein, si on avait déjà discuté aussi, quand on parle de la mort, etc., elle n'est pas nécessairement dans l'échec. Il faut oublier que la mort fait partie de la vie, qu'il y a plusieurs façons de se mourir, et d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels insiste Zondi lui-même, quand il dit que le choix c'est le destin. Alors il évoque plusieurs types de choix, mais notamment le choix de la façon de se mourir. Et donc c'est vrai que, par exemple, le suicide n'est pas nécessairement entendu d'une manière purement négative ou quoi. Moi je connaissais un ami, je le dis souvent, qui avait été gravement accidenté, qui était resté très handicapé. Quand on lui demandait comment ça va, ben, il disait « ça va, j'arrive à me supporter ». Et il faisait état du fait que la solution du suicide était une solution dont il disposerait toujours si jamais ça devenait impossible pour lui de continuer à être passible de son utilité passible. Autrement dit, quand tu parlais de gens qui se suicident, ça évoque une boutade qu'on racontait à propos de Lacan, qui avait été interrogé, enfin, qui avait reçu un coup de fil de la famille d'un de ses patients pour lui annoncer que ce patient s'était suicidé, et il aurait répondu c'était signe qu'il allait mieux. Autrement dit,
il y a là, hein, évidemment, je ne sais pas si c'est vrai, hein, et puis on peut avoir quelque chose à dire, mais je crois qu'il y a intérêt, d'une façon générale, de toujours considérer tout ce qui se passe dans une version positive éventuelle, et pas simplement dans une version nécessairement négative. Mais ce que je trouve alors aussi dans l'auteur, dans l'histoire d'être auteur, c'est justement d'insister sur le fait qu'au fond, la créativité de l'auteur n'est jamais qu'une créativité par procuration qui lui vient d'ailleurs, qui n'en fera jamais un créateur tout-puissant, et c'est aussi, au fond, une procréation, donc en vue de la créature même, hein, qui jamais ne deviendra, hein, au fond, son objet à soi. Alors, ça me paraît particulièrement démontrable si on pense justement que une des figures de être auteur, c'est la parentalité. On terminera un petit mot sur justement la création qui a été cette affiche. Alors Catherine, tu peux nous... Oui, on voulait vous inviter à honorer, enfin oui, à vous pencher sur cette affiche qu'après avoir essayé d'exposer ici les 48 portraits qu'avaient réalisés Christian Firenze et Lino Giancorri, parce qu'on tenait à vous faire participer au choc des photos, enfin les photos du test, et comme c'était impossible à mettre en scène, et mettre en place, et qu'il n'était pas question de ne pas prendre toutes les photos, ça c'était très très clair, qu'il n'était pas question non plus, ça c'est le docteur May qui m'a bien dit, de prendre des photos du test, parce qu'alors on a failli le test. Alors c'est le docteur May qui m'a signalé qu'un artiste brésilien, M. Giba Gomez, avait fait un travail tout à fait remarquable à partir des figures du test, et qu'il suffirait de lui demander s'il serait d'accord qu'on affiche. Et donc, via Instagram, etc., M. Giba Gomez a dit, mais bien sûr, if it can help. Et donc, voilà, il nous a permis d'afficher son travail, que personnellement, je trouve magnifique, parce que si vous avez l'habitude des photos du test, ce sont les visages, mais ils ont acquis une sorte une dimension autre, je trouve, plus primitive et tellement moins effrayante. Et je ne sais pas, je trouve que c'est un très beau travail. Je pense que c'est des gravures sur bois. Et voilà. Et c'était pour remercier M. Kinab qui nous tient en haleine. Chaque séminaire, il nous tient en haleine. Alors on voulait lui trouver l'illustration de son. Oui, je l'ai bien fait venir.